Pour l'anniversaire de ma fille, ils m'ont fait servir les invités. Maintenant, je reprends l'appartement que j'allais lui offrir pour son anniversaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est précieuse. Je n'oublierai jamais cette soirée. Mes mains tremblaient, tandis que j'ajustais le collier de perles que maman m'avait laissé. C'était le 35e anniversaire de ma Mireille, ma fille unique, et je voulais être particulièrement élégante. J'ai choisi ma plus belle robe bleu marine, celle que je réservais pour les grandes occasions. Devant le miroir, j'ai coiffé mes cheveux grisonnants avec soin. Je voulais que ma fille soit fière de moi. Je suis arrivée tôt à la salle, des fêtes de l'immeuble où Mireille habite avec Édouard et ma petite fille, Léa. Mon cœur était si rempli de joie qu'il débordait. Dans mon sac, je portais une enveloppe dorée avec le plus beau cadeau que j'ai jamais fait. L'acte de propriété d'un appartement que j'avais acheté pour elle, fruit d'années d'économie et de l'assurance que Antoine, mon défunt mari, m'avait laissé. Tandis que je disposais les fleurs sur les tables, Caroline, sa meilleure amie, est arrivée en proposant son aide. J'ai souri, reconnaissante, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont elle me regardait. Bientôt, d'autres invités ont commencé à arriver. Je suis passée parmi eux, saluant, mais c'était comme si j'étais invisible. Certains détournaient même le regard. Ce doit être mon imagination, ai-je pensé, en avalant mon malaise. Mais alors Mireille est arrivée avec Édouard, et mon cœur s'est emballé. J'ai marché vers elle, les bras ouverts pour une étreinte, quand la voix de mon gendre a tranché l'air comme un rasoir. « Madame Dubois, que vous êtes gentille d'être venue. Nous avions justement besoin de quelqu'un pour servir les boissons. Et les petits fours. Installez-vous derrière la table, s'il vous plaît. » Je suis restée paralysée. Ces mots m'ont frappée comme une gifle. J'ai regardé Mireille, espérant qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende. Mais elle a simplement esquissé un sourire gêné et s'est éloignée, me laissant là, seule. Avant que je n'aie pu réagir, quelqu'un a placé un tablier dans mes mains. Mes jambes ont flanché, mais ma fierté m'a maintenue debout. J'ai enfilé ce morceau de tissu par-dessus ma robe de fête, sentant chaque seconde comme une petite piqûre dans le cœur. Pendant 5 heures, j'ai servi des boissons, débarrassé les assiettes sales, nettoyé les tables. Personne ne me regardait, dans les yeux. Pour eux, j'étais juste une employée. Pas la mère de celle dont c'était l'anniversaire, pas la grand-mère de Léa, pas la femme qui, à 67 ans, travaillait encore pour aider sa fille dès qu'elle le pouvait. J'ai vu ma Mireille rire, danser, embrasser les invités. À chaque sourire qu'elle adressait aux autres, une partie de mon cœur se brisait. Léa est passée en courant avec d'autres enfants et ne m'a même pas reconnue avec ce tablier. Lorsque le dernier invité est parti, j'ai essayé de parler à Mireille. Je voulais lui remettre l'enveloppe, je voulais comprendre pourquoi elle avait permis qu'on me traite ainsi. Mais elle était trop occupée à compter les cadeaux, à empiler les enveloppes d'argent, elle m'écoutait à peine. Dans le bus vide sur le chemin du retour, à 2 heures du matin, j'ai serré l'enveloppe dorée contre ma poitrine et j'ai laissé les larmes couler silencieusement. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de déception, de honte, d'un amour qui faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique que j'ai jamais ressentie. 3 jours se sont écoulés. J'ai appelé Mireille plusieurs fois, mais ça tombait toujours sur la messagerie vocale, jusqu'à ce qu'une voisine me raconte « Madame Dubois, Mireille et Édouard sont partis à la mer avec l'argent des cadeaux. » Vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Tout comme je ne savais pas que ma propre fille pouvait me transformer en serveuse à sa fête. Tout comme je ne savais pas que l'amour que j'ai donné toute ma vie pouvait être si facilement jeté. Cet après-midi-là, je devais aller à la banque régler des problèmes concernant l'appartement que j'avais acheté pour offrir à Mireille. C'est là que j'ai rencontré Béatrice, la directrice qui était sur le point de prendre sa retraite. Elle a dû remarquer mon visage abattu, car elle m'a invité à prendre un café. Assise à la brasserie en face de la banque, avec une tasse de café fumant entre les mains, j'ai commencé à me confier. J'ai raconté la fête, comment j'ai été de plus en plus écartée de la vie de ma fille, même si je l'aide toujours avec de l'argent et que je m'occupe de Léa. « Vous ne méritez pas ça, madame », a dit Béatrice en me prenant la main. C'était la première fois depuis des jours que quelqu'un me regardait vraiment dans les yeux. Ce que je ne savais pas, c'est que Théo, mon voisin professeur retraité,
qui était à la fête en tant qu'amie d'un parent d'Édouard, avait enregistré avec son téléphone portable le moment où ils m'ont fait servir. Et cette vidéo commençait à circuler parmi les connaissances, provoquant une vague d'indignation dont je n'avais pas encore idée. Une semaine après la fête, je n'avais toujours pas réussi à parler à Mireille. Chaque appel sans réponse était comme une petite blessure qui s'ouvrait. J'ai passé des nuits blanches à me remémorer chaque moment de cette fête, l'humiliation brûlant dans ma poitrine comme une braise vive. Béatrice était devenue ma confidente. Nous nous rencontrions pour un café presque tous les jours après ses heures de bureau à la banque. C'est lors d'une de ces après-midi qu'elle m'a aidé à organiser tous mes documents financiers, relevés, preuves de prêts que j'avais faits à Mireille, reçus de versements. Je ne comprenais pas bien pourquoi elle insistait tant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait de faire confiance. « Vous devez vous protéger », répétait-elle, avec une inquiétude que je ne comprenais pas encore. Un matin de jeudi, j'ai finalement reçu un message de Mireille. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, mais ce n'était pas ce que j'espérais. Il n'y avait ni excuse, ni explication concernant la fête. Juste un « Maman, il faut qu'on parle. J'arrive ». Quand elle est arrivée, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mireille est entrée comme un ouragan, le visage rouge de colère. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle lancé avant même de s'asseoir. Confuse, j'ai demandé de quoi elle parlait. C'est alors qu'elle m'a montré son téléphone. La vidéo de la fête, enregistrée par Théo, circulait dans tout Paris. On me voyait enfiler le tablier, servir les boissons, tandis que les gens passaient devant moi sans me regarder. « Tu nous exposes, tout le monde dit du mal de nous. Édouard a failli perdre une promotion au travail à cause de ça, » criait-elle, comme si j'étais la coupable. J'ai senti mes jambes se dérober. J'ai dû m'appuyer contre le mur. « Mireille, je ne savais pas pour cette vidéo. Et même si je l'avais su, c'est toi qui as permis qu'on me traite ainsi. »« Oh, maman, ne fais pas de cinéma. Tu as toujours voulu aider aux fêtes. C'était juste ça. » À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. C'était comme si un voile s'était levé de mes yeux. J'ai vu là non pas ma petite fille, mais une femme qui avait appris à se servir de moi. Je me suis souvenu des nombreuses fois où elle m'a demandé de l'argent, pour les charges, pour les urgences, pour l'école de Léa, de l'argent qui n'a jamais été remboursé. « Et ce nouveau téléphone que tu tiens ?» ai-je demandé, reconnaissant l'appareil hors de prix. « Il a été acheté avec l'argent que je t'ai prêté pour les dépenses urgentes des charges ?» Elle a pâli. Pour la première fois, elle est restée sans voix. Mais le pire était encore à venir. Le lendemain, un huissier de justice a frappé à ma porte. Mes mains tremblaient tandis que je lisais le document. Édouard avait déposé une demande de tutelle contre moi, alléguant que j'avais des problèmes mentaux et que je ne pouvais plus gérer mes biens. J'ai pleuré toute la nuit, mais ce n'était plus des larmes de tristesse. C'était de la colère. Une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. De la colère d'avoir été si aveugle, si manipulée. Le lendemain matin, j'ai appelé Béatrice. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait tant insisté pour que nous organisions mes documents. C'était comme si elle avait prévu quelque chose comme ça. « Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois », m'a-t-elle calmée. « Je connais d'excellents médecins qui peuvent attester de votre santé mentale. Et j'ai tous vos relevés organisés, montrant comment vous gérez bien votre argent. En fait, bien même, puisque vous avez réussi à économiser pour acheter un appartement tout en aidant autant votre fille. » L'audience a été fixée 2 semaines plus tard. Édouard et Mireille sont arrivés confiants, lui dans son costume cher, elle avec ce nouveau téléphone à la main. Mais leurs sourires se sont éteints quand ils m'ont vu entrer accompagnée non seulement de Béatrice, mais aussi de 3 médecins respectés de la ville. Le docteur Lemaire, le juge, a examiné attentivement chaque document. Les rapports médicaux, attestant de ma pleine capacité mentale. Les relevés montrant mon organisation financière. Les preuves de tous les prêts que Mireille n'a jamais remboursés. « Ce que je vois ici, » a déclaré le juge, « ce n'est pas une femme âgée incapable, mais une mère clairement exploitée par ses propres proches. » J'ai vu le visage d'Édouard, se tordre de colère. Mireille a commencé à pleurer, mais ses larmes ne me touchaient plus. J'avais appris à mes dépens que certaines larmes ne sont que manipulation.
Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la victoire, ce n'était pas de la vengeance. C'était comme si je me réveillais d'un long sommeil. Sur le chemin, je me suis arrêtée à la boutique d'artisanat près de chez moi. Il y avait un groupe de dames là-bas, faisant des travaux manuels. Je suis restée à observer à travers la vitrine, me souvenant de combien ma mère aimait faire du crochet. « Vous voulez entrer ?» L'une d'elles m'a appelée avec un sourire sincère. « Nous avons besoin d'une personne de plus pour notre projet de couverture pour la maison de retraite. » Je suis entrée. Et c'était comme si un nouveau monde s'ouvrait à moi. Là, entre fils et aiguilles, j'ai trouvé des femmes qui avaient des histoires similaires à la mienne. Des femmes qui avaient appris à dire non. Des femmes qui avaient découvert que l'amour ne signifie pas être un paillasson. L'enveloppe dorée avec l'acte de propriété de l'appartement était toujours rangée dans mon tiroir. Mais maintenant, en la regardant, je ne ressentais plus la même urgence de la remettre. Peut-être que cet appartement avait une destination différente. Une destination que je ne parvenais pas encore à voir clairement, mais qui commençait à se former dans mon esprit, comme les points d'un crochet qui révèlent peu à peu leur motif. Les jours passaient comme des feuilles au vent, et je me suis plongée à corps perdu dans le groupe d'artisanat. Entre points de crochet et conversation sincère, j'ai découvert que je n'étais pas seule. Chacune de ces dames portait une histoire de douleur similaire à la mienne. Madame Leclerc, 73 ans, avait été expulsée de chez elle par son propre fils après qu'elle ait refusé de lui verser sa retraite. Madame Martin, 68 ans, se faisait sans cesse traiter de vieille gâteuse par sa belle-fille lorsqu'elle refusait d'être la nounou à plein temps de ses petits-enfants. C'est lors d'un de ces après-midi, tandis que nous tricotions des couvertures pour la maison de retraite, que Béatrice est apparue à la porte de la boutique d'artisanat. Ses yeux brillaient d'une manière différente. « Madame Dubois, a-t-elle dit, en s'asseyant à mes côtés, j'ai une idée à partager avec vous. » Et là, entre pelote de laine et aiguilles à tricoter, Béatrice m'a parlé de son rêve de créer un espace pour aider les femmes âgées victimes d'abus financiers et émotionnels. « Vous n'imaginez pas combien de cas comme le vôtre je vois à la banque, a-t-elle soupiré. Des filles utilisant la carte de leur mère, des petits-fils contractant des prêts au nom de leur grand-mère. Tandis qu'elle parlait, mes doigts ont cessé de tricoter. L'enveloppe dorée avec l'acte de propriété de l'appartement a surgi dans mon esprit comme une lumière. « Béatrice, ai-je interrompu, je crois que je sais où nous pouvons commencer. » Au cours des semaines suivantes, nous avons transformé cet appartement qui devait être le cadeau de Mireille en quelque chose de bien plus grand. Avec l'aide de Béatrice et de ses relations à la banque, nous avons créé la Fondation Racines de Sagesse. Un lieu où les femmes âgées pouvaient trouver un soutien juridique, psychologique et surtout d'autres femmes qui comprenaient leur douleur. La vidéo de la fête, qui me causait auparavant tant de honte, est finalement devenue notre principal outil de sensibilisation. Des gens ont commencé à contacter la Fondation, non seulement pour demander de l'aide, mais pour offrir leur soutien. Des avocats se sont portés volontaires pour fournir une assistance juridique. Des psychologues ont offert une prise en charge gratuite. Même certaines entreprises locales ont commencé à faire des dons. Un matin, tandis que j'organisais des documents à la Fondation, j'ai reçu un appel inattendu. C'était de l'école de Léa. « Madame Dubois, » a dit la directrice, d'une voix inquiète, « votre petite fille s'est enfuie de l'école. Elle a dit à une camarade qu'elle allait chercher sa grand-mère. » Mon cœur s'est emballé. À peine avais-je terminé l'appel que j'ai entendu frapper à la porte. Là, elle était là, ma petite fille de 7 ans, avec un sac à dos sur le dos et un dessin à la main. « Mamie, » a-t-elle dit les yeux remplis de larmes, « pourquoi tu ne viens plus me voir ?» J'ai serré ma petite fille fort dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. « Tu me manques tellement, » a-t-elle sangloté. « Maman a dit que tu ne nous aimais plus, mais je t'ai vu pleurer à cette fête. Pourquoi ils t'ont fait porter ce tablier, mamie ?» Ces mots étaient comme des aiguilles dans mon cœur. Je me suis assise avec Léa sur le canapé de la Fondation, je lui ai offert un verre d'eau et j'ai commencé à expliquer, de la manière la plus simple possible, comment parfois les adultes font de mauvais choix qui blessent les autres. Mais je t'aime toujours, mon amour.
ai-je assuré, en essuyant ses larmes. Cela ne changera jamais. Pendant que nous parlions, d'autres dames de la fondation se sont approchées. Madame Leclerc a apporté des biscuits faits maison. Madame Martin a commencé à apprendre à Léa à faire un bracelet de fil. C'était comme si toutes comprenaient l'importance de ce moment. C'est Béatrice qui a appelé Mireille, expliquant où se trouvait Léa. Ma fille est arrivée 1 heure plus tard, essoufflée et le visage rouge d'inquiétude. Mais quelque chose était différent. Pour la première fois depuis longtemps, elle est venue seule, sans Édouard. La rencontre a été tendue au début. Mireille s'est arrêtée à la porte, observant l'espace, les affiches sur les murs qui parlaient de violences patrimoniales envers les personnes âgées, les dames travaillant sur leurs artisanats. Ses yeux se sont arrêtés sur une grande bannière qui montrait des photos de plusieurs femmes âgées, dont moi, racontant leurs histoires de dépassement. « Maman » a-t-elle commencé, sa voix tremblant. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Léa a couru vers elle, montrant le bracelet qu'elle venait d'apprendre à faire. « Regarde, maman. Mamie n'a pas cessé de nous aimer. Elle était juste triste parce qu'ils l'ont fait pleurer. » J'ai vu quelque chose changer sur le visage de Mireille. C'était comme si les mots innocents de Léa avaient brisé une barrière. Elle m'a regardée, vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis cette fête. « Vous avez transformé l'appartement que vous alliez me donner. »« En tout ça ?» a-t-elle demandé, sa voix sortant à peine. « Oui » ai-je répondu simplement. Parfois, nos cadeaux trouvent une meilleure destination que celle que nous avions prévue. Mireille s'est assise lourdement sur une chaise à proximité, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Léa continuait à montrer les choses qu'elle avait apprises cet après-midi-là, insensible à la tension entre nous. « Édouard et moi » a commencé Mireille, hésitante. « Nous nous sommes séparés. Après l'audience, après avoir vu comment, il a essayé... » « Comment nous avons essayé ? Je n'ai pas pu plus jamais la regarder de la même façon. Je n'ai pas répondu immédiatement. Des années de chagrin ne se guérissent pas avec quelques mots. Mais quand Léa a pris nos mains, les joignant comme dans un jeu d'enfant, j'ai senti quelque chose de différent naître. Ce n'était pas le pardon, pas encore. C'était une petite graine de possibilité. « Mamie, » a demandé Léa, « je peux venir ici après l'école. Je veux apprendre à faire d'autres bracelets. Et je veux écouter les histoires de Madame Leclerc. » Elle a dit qu'elle avait rencontré la princesse Grace. Nous avons toutes ri, brisant un peu la tension. Madame Leclerc exagère parfois dans ses histoires, ai-je expliqué, échangeant un regard complice avec mon amie. Ce soir-là, après le départ de Mireille et Léa, je suis restée assise sur la terrasse de la fondation, à regarder le soleil se coucher. Béatrice m'a rejointe, apportant 2 tasses de thé. « Vous savez, Madame Dubois, » a-t-elle dit doucement, « parfois les plus grandes bénédictions viennent déguisées en douleur. » J'ai regardé le ciel orangé, pensant à la façon dont ma vie avait changé ces derniers mois. Du fond de mon cœur, une certitude a jailli. Je n'étais plus cette dame en tablier servant à une fête. J'étais une femme qui avait retrouvé sa force, son but, et plus important encore, avait trouvé une nouvelle famille, pas de sang, mais de cœur. Les semaines se sont transformées en mois, et notre fondation a grandi comme un arbre fort, étendant ses branches pour embrasser de plus en plus de femmes. Chaque matin, en ouvrant les portes de notre espace, je trouvais une nouvelle histoire attendant d'être écoutée, un nouveau cœur ayant besoin d'être accueilli. Un de ces matins, tandis que je rangeais les coussins de la salle commune, j'ai entendu une conversation qui m'a fait m'arrêter. « On dit qu'elle a servi à la fête de sa propre fille », commentait une dame avec une autre. « Et maintenant, regardez, elle a transformé cette humiliation en quelque chose de si beau. » J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais j'ai senti mon visage rougir. Pas de honte, comme avant, mais d'une fierté tranquille, de celle que l'on garde dans son cœur. Léa avait tenu sa promesse. 3 fois par semaine, après l'école, elle venait à la fondation. Voir ma petite fille courir dans les couloirs, apprendre l'artisanat avec les dames, écouter leurs histoires, certaines bien exagérées, je l'avoue, apportait une joie différente à notre espace. Les autres femmes l'adoraient et elle avait une façon spéciale de faire sourire même les plus aigris. « Mamie » m'a-t-elle demandé un après-midi, tandis qu'elle essayait de faire un point de crochet, « pourquoi y a-t-il tant de mamies tristes ici ?
La question m'a prise au dépourvu. Comment expliquer à un enfant de 7 ans l'ingratitude, les enfants qui blessent leur mère, la solitude que tant d'entre nous affrontent? Mais avant que je ne puisse répondre, Madame Leclerc, qui était dans les parages, s'est approchée. « Tu sais, ma petite, a-t-elle dit, ajustant ses lunettes, parfois les grandes personnes oublient à quel point il est important de prendre soin du cœur des mamies. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour prendre soin les unes des autres. » Léa a semblé réfléchir profondément à cela. Le lendemain, elle est apparue avec une affiche remplie de cœurs dessinés. « Projet Cœur de Mamie », avait-elle, écrit de sa lettre enfantine. Elle voulait organiser une campagne dans son école pour que les enfants rendent visite à leur grand-mère plus souvent. C'est ainsi qu'est né notre projet le plus spécial. Ce qui a commencé avec une affiche innocente s'est transformé en un programme où les enfants venaient régulièrement à la fondation pour apprendre l'artisanat avec les personnes âgées. C'était un échange précieux. Ils nous donnaient leur énergie et leur joie, et nous partagions notre expérience et notre affection. Mireille a commencé à amener Léa personnellement. Au début, elle ne restait que le temps nécessaire, visiblement mal à l'aise. Mais peu à peu, elle a commencé à rester plus longtemps. Un jour, je l'ai trouvée dans notre bibliothèque, feuilletant un album de photos anciennes que nous conservions pour enregistrer nos histoires. « Maman », a-t-elle dit doucement, sans quitter des yeux une photo de moi portant ce tablier à la fête. Je ne me suis jamais excusée sincèrement, n'est-ce pas? Je me suis assise à côté d'elle, sentant le poids de ce moment. « Non », ai-je répondu simplement. « J'ai beaucoup réfléchi », a-t-elle continué, tournant les pages de l'album. « Depuis qu'Édouard est parti, depuis que j'ai vu tout le travail que vous avez construit ici, j'ai pensé à quel point j'ai été aveugle, à quel point je l'ai laissé me transformer en quelqu'un que je ne reconnais plus. » Ces mots étaient comme de l'eau après une longue sécheresse, mais il y avait encore des cicatrices qui avaient besoin de temps pour guérir. « Tu sais ce qui m'a le plus blessée à cette fête ?» ai-je demandé. Ce n'était pas de porter le tablier. C'était de voir que ma propre fille ne me voyait plus comme une mère, mais seulement comme quelqu'un qui servait à aider quand elle en avait besoin. Mireille a commencé à pleurer, de ces pleurs silencieux que je connaissais si bien, les mêmes que j'ai versés dans ce bus en rentrant de la fête. « Vous avez raison », a-t-elle sangloté. « Je me suis tellement perdue en essayant de plaire à Édouard, en essayant d'être l'épouse parfaite, que j'ai oublié d'être une fille. J'ai oublié d'être humaine. » À ce moment-là, Madame Béatrice est entrée dans la bibliothèque. Elle avait pris sa retraite de la banque et consacrait maintenant tout son temps à la fondation. Voyant notre conversation, elle a fait mine de sortir, mais je lui ai demandé de rester. Elle avait été ma force quand j'en avais le plus besoin. Elle méritait de participer à ce moment aussi. « Mireille, » a dit Béatrice de sa voix toujours calme, « savez-vous pourquoi votre mère est si respectée ici? Ce n'est pas seulement pour le travail qu'elle fait. C'est parce qu'elle a transformé une douleur profonde en quelque chose qui aide d'autres personnes. C'est rare. » Ma fille a essuyé ses larmes, regardant autour de la bibliothèque. Les murs étaient couverts de photos de nos activités. Ateliers d'artisanat, conférences sur les droits des personnes âgées, rencontres intergénérationnelles. Sur chaque image, il y avait un sourire, une histoire de dépassement. « Je voudrais aider », a dit Mireille soudainement. « Je ne sais pas comment, mais je voudrais faire partie de tout ça. Montrer à Léa qu'on peut réparer nos erreurs, que ça peut être différent. » C'est alors que j'ai eu une idée. « Vous travaillez toujours dans le marketing digital, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Mireille a acquiescé. « Nous avons tellement besoin de quelqu'un qui comprenne ces choses, quelqu'un qui puisse raconter nos histoires à plus de gens. » Ses yeux se sont illuminés. C'était la première fois depuis longtemps que je voyais cette étincelle, la même qu'elle avait enfant en découvrant quelque chose de nouveau qui l'enchantait. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je suis restée un peu plus longtemps à la fondation. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui qui était près de la fenêtre, et j'ai pris l'enveloppe dorée de l'acte de propriété. Je la gardais dans un tiroir en souvenir. En la regardant, j'ai pensé à la façon dont parfois les cadeaux que nous gardons pour les autres finissent par être des cadeaux pour nous-mêmes. Le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de tons orangés.
De l'autre côté, de la rue, j'ai vu une dame marcher lentement, appuyée sur le bras de sa fille. Elle parlait et riait dans une intimité qui m'a fait sourire. Peut-être, ai-je pensé, Mireille et moi pourrions aussi construire quelque chose comme ça, différent de ce que nous avions avant, mais tout aussi précieux. Sur ma table, il y avait une invitation récemment arrivée. Le groupe d'artisanat allait être honoré par la mairie pour son travail social. À côté de l'invitation, un kei, bracelet de fil fait par Léa avec un petit mot, pour la mamie la plus courageuse du monde. J'ai fermé les yeux, sentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. L'appartement que j'avais acheté pour offrir à Mireille s'était transformé en un cadeau pour des dizaines de femmes. Et maintenant, qui sait, pourrait-il aussi être l'endroit où ma fille et moi apprendrions à construire une nouvelle histoire, non plus basée sur la dépendance et la manipulation, mais sur le respect et la compréhension mutuelle. Le jour de mon 68e anniversaire s'est levé différemment. Pas à cause de la date elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait. Une année s'était écoulée depuis cette fête qui avait tout changé. Les murs de la fondation, maintenant, décorés de travaux artisanaux et de sourires sur des photographies, racontaient une histoire de transformation que je ne croyais même pas possible. J'étais en train d'organiser des documents quand Béatrice est entrée précipitamment dans mon bureau. « Madame Dubois, a-t-elle dit, contenant à peine son émotion, vous devez voir ça. » Entre ses mains, une tablette montrait la page d'un grand journal local. La manchette a fait bondir mon cœur. La Fondation Racine de Sagesse est nominée pour le prix national des droits de l'homme. Mais ce n'est pas seulement ça qui m'a surprise. Juste en dessous de la nouvelle, il y avait des centaines de commentaires. Des femmes de toute la France partageant leurs histoires, s'identifiant, demandant de l'aide, voulant savoir comment elles pourraient créer des espaces similaires dans leur ville. Cette vidéo de la fête, qui un jour m'a causé tant de honte, s'était transformée en un symbole de résistance et de changement. Maman, la voix de Mireille m'a tiré de mes pensées. Elle était arrêtée à la porte, tenant une boîte décorée. Je peux entrer. Au cours des derniers mois, depuis qu'elle a commencé à travailler avec notre communication digitale, Mireille s'était transformée. Ce n'était plus cette femme qui a permis qu'on m'humilie. À sa place, il y avait quelqu'un qui apprenait quotidiennement le respect, la valeur des femmes plus âgées, l'importance d'écouter nos histoires. « Je vous ai apporté quelque chose », a-t-elle dit, posant la boîte sur ma table. En fait, nous avons apporté, Léa et moi. À l'intérieur de la boîte, il y avait un album. Mais ce n'était pas un album ordinaire. C'était un recueil de témoignages. Des femmes qui sont passées par la Fondation, des familles qui se sont réconciliées, des histoires de dépassement. Et parmi elles, à ma surprise, il y avait une lettre de Mireille. « Chère maman », commençait la lettre. « J'ai mis beaucoup de temps à comprendre le cadeau que vous gardiez dans cette enveloppe dorée. Ce n'était pas seulement un appartement, c'était votre amour, votre dévouement, tout ce que vous avez construit pendant toute une vie. Mais le destin avait d'autres plans pour ce cadeau. Il ne devait pas être seulement à moi. Il devait être à toutes les femmes qui, comme vous, avaient besoin de redécouvrir leur force. » Mes mains tremblaient, tandis que je lisais. Des larmes embuaient ma vision, mais elles étaient différentes de celles que j'ai versées dans le bus il y a 1 an. Celles-ci étaient des larmes d'accomplissement, d'un cycle qui se fermait pour en ouvrir d'autres encore plus grands. « Il y a autre chose », a continué Mireille, nerveuse. « La mairie, ils veulent transformer notre travail en une politique publique. D'autres fondations comme la nôtre seront ouvertes dans différents quartiers et ils veulent que vous coordonniez. Tout. » À ce moment-là, la porte s'est ouverte à nouveau. Léa est entrée en courant, suivie de Madame Leclerc, Madame Martin et d'autres dames de la Fondation. Toutes portaient quelque chose, des gâteaux, des fleurs, des cadeaux. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir les sourires, vrais, sincères, remplis d'affection. « Mamie, » a dit Léa, grimpant sur mes genoux comme elle le faisait quand elle était plus petite. « Vous saviez que dans mon école, maintenant, il y a une journée spéciale juste pour raconter des histoires de mamie? C'est grâce à vous, la maîtresse a dit que toute mamie a une histoire importante à raconter. » Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué quelque chose de différent sur le tableau d'affichage derrière elle. C'était une nouvelle affiche, annonçant notre prochaine initiative, projet,
Mémoire vivante, parce que chaque ride raconte une histoire de force. L'idée était venue de Mireille, après avoir réalisé combien d'histoires précieuses nos participantes avaient à partager. Il y a encore une surprise, a annoncé Béatrice, apportant une enveloppe. Elle n'était pas dorée comme celle que j'ai gardée il y a un an, mais son contenu a fait pleurer mes yeux. C'était une invitation à donner une conférence au Sénat, partageant notre expérience de lutte contre la violence patrimoniale envers les personnes âgées. Soudain, j'ai senti une douce caresse sur mon épaule. C'était Madame Leclerc, avec ses 73 ans de sagesse. « Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé ici ?» a-t-elle demandé avec un sourire, si blessé, si perdu. Regardez ce en quoi vous vous êtes transformé. Vous n'avez pas seulement sauvé vous-même, vous nous avez toutes sauvées. Cet après-midi-là, tandis que nous célébrions mon anniversaire dans la salle de la Fondation, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelque chose que je n'imaginais pas possible il y a un an. J'ai vu des femmes qui avaient retrouvé leur dignité. J'ai vu des familles qui apprenaient à respecter leur matriarche. J'ai vu ma propre fille, maintenant défenseur acharné des droits des personnes âgées, enseignant à Léa l'importance de valoriser la sagesse des plus âgés. L'enveloppe dorée avec l'acte de propriété de l'appartement est toujours rangée dans mon tiroir. Non pas comme souvenir d'un chagrin, mais comme symbole de transformation. Ce cadeau, qui devait être seulement pour Mireille, a fini par se transformer en abri pour des dizaines de femmes, en espace de guérison, en lieu de renaissance. Quand le soleil a commencé à se coucher, Mireille s'est approchée avec un morceau de gâteau. « Maman », a-t-elle dit doucement, « vous me pardonnez ?» J'ai regardé ma fille, non plus comme la femme qui a permis qu'on m'humilie, mais comme quelqu'un qui a eu le courage de reconnaître ses erreurs et de travailler à les changer. « Ma fille », ai-je répondu, en tenant sa main. Parfois, le pardon vient non pas dans les mots, mais dans les actions. Et vos actions ont montré beaucoup plus que n'importe quelles excuses ne pourraient exprimer. Ce soir-là, avant de fermer la fondation, je me suis arrêté un moment sur la terrasse. Le ciel était peint de rose et d'orange, comme une toile divine. J'ai pensé à la façon dont la vie fait des détours, comment une fête qui devait être une célébration s'est transformée en humiliation, et comment cette humiliation s'est transformée en but. J'ai enlevé le collier de perles de ma mère de mon cou, le même que j'ai porté à cette fête il y a un an, et je l'ai placé dans une petite boîte. Demain, il serait mis aux enchères lors de notre premier événement de bienfaisance. Et l'argent aiderait à ouvrir 2 autres unités de la Fondation dans les quartiers défavorisés. « Vous ne venez pas ?» ai-je entendu Mireille appeler. Elle et Léa m'attendaient pour un dîner en famille, notre nouveau rituel du vendredi. J'ai souri, rangeant la petite boîte avec le collier dans le tiroir, avec l'enveloppe dorée. Certaines choses doivent être libérées pour que d'autres, beaucoup plus grandes, puissent naître. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que mon histoire n'a jamais été une histoire d'appartement, de fête ou d'humiliation. C'était l'histoire d'une femme de 67 ans qui a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qui a appris que parfois, nous devons perdre un petit rêve pour en réaliser un beaucoup plus grand, qui a compris que le véritable amour, que ce soit l'amour d'une mère, d'une fille ou d'une amie, se construit dans le respect, la vérité et le courage de changer. « J'arrive », ai-je répondu, fermant la porte de la Fondation. Mais je savais que, demain, elle s'ouvrirait à nouveau. Et avec elle, de nouvelles histoires de transformation commenceraient à s'écrire. Parce que maintenant je savais, chaque ride, chaque cicatrice, chaque larme versée avait un but. Et le mien était de montrer à d'autres femmes qu'elles ne sont jamais seules, qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, et que parfois notre plus grande douleur peut se transformer en notre plus grande force.